Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux ce soir. C'est toujours difficile de faire une conférence. Je vais choisir le thème, en fait, le fil conducteur. J'ai décidé que ça allait plutôt être celui de ma vie, de ma rencontre avec la voyance, de la pratique, de ce que ça a changé aussi dans mes conceptions du monde, dans ma représentation du monde. Bref, des 20 ans, 21 ans qui viennent de se dérouler puisque j'ai commencé à exercer... bientôt 22 ans, puisque j'ai commencé à exercer la voyance en 1987, c'est-à-dire à l'âge de 23 ans, ce qui était extrêmement jeune. En fait, j'ai absolument pas eu envie d'être voyante, et je crois que j'ai même commencé par là. Ma pratique de la voyance a été accidentelle. J'avais fait des études de droit, j'ai eu mon bac à 17 ans, j'ai fait un peu de droit, je suis rentrée dans la publicité. Dans les années 80, c'était quelque chose de très bien d'être dans la publicité. Et j'ai commencé à écrire un roman qui, j'ai eu beaucoup de chance, voulait être publié par la petite fille de Martin Dugard dans une grande maison d'édition. Évidemment, comme j'étais responsable du développement dans une boîte de pub, j'arrivais pas à me concentrer pour terminer ce livre. Et mon éditrice, très agacée, au bout d'un moment, m'a dit « Écoute, bon, je veux bien te donner un coup de main, mais tu finis ou tu finis pas. Si tu finis pas, ça sera terminé. » Bien. Je me retrouve devant cette situation. J'ai absolument pas été capable d'écrire suffisamment. Et une de mes amies, très gentiment, me dit « Écoute, moi, je viens de prendre en charge chez moi à Aix, 15 jours par mois, mais alors le reste, tu te débrouilles. T'arrêtes ton travail, mais tu te débrouilles. T'es logé, nourri, pendant 15 jours. Bon. J'ai dit, mais attends, c'est adorable, mais tu veux que je fasse quoi? Et en fait, depuis des années, j'avais des rêves prémonitoires. Depuis mon enfance, j'avais des rêves prémonitoires. Depuis mon enfance, je savais que j'avais eu, notamment, je tenais toute mon adolescence un carnet de rêves, et tout ce que, dans ces rêves, pas tous produisaient, mais beaucoup de rêves n'étaient pas symboliques. Et surtout, 1 an et demi plus tôt, j'avais commencé une démarche tout à fait classique chez un psychanalyste, parce que j'avais de très graves problèmes familiaux. J'étais allée voir une psychanalyste et puis j'avais commencé à lui raconter mes rêves. Et je crois que c'est dans le cabinet de cette dame que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Enfin, qui n'allait pas par rapport à ce que j'étais supposée pouvoir faire. Voilà. C'est pour ça que je suis toujours très attachée aujourd'hui au fait qu'il y ait des équipes pour accueillir les gens qui vivent des expériences extraordinaires ou des expériences considérées hors du commun, parce qu'on se retrouve quand même devant un mur. Donc je lui raconte un rêve. Le rêve, c'était le mariage de ma cousine, avec quelqu'un que je décris très précisément, physiquement, et avec lequel il se passe des scènes entre ma cousine et lui un peu inhabituelles dans un mariage. Ma thérapeute commence à me demander qui est ma cousine pour moi, pourquoi je vois ce monsieur de telle façon, commence une interprétation symbolique, probablement tout à fait intéressante, de ce que je lui raconte. À l'époque, ma cousine n'était même pas fiancée. Et puis, peu de temps après, ma cousine me présente son fiancé. Et peu de temps après, ma cousine se marie. Et là, se déroule devant mes yeux, de manière extrêmement méthodique, point par point, tout ce dont j'ai rêvé. Et d'abord, je l'avais écrit, mais surtout, je l'avais raconté. Ça fait 2 niveaux de remémoration, si je puis dire. Et là, j'ai pu apprécier la précision de ce que j'avais vu. Alors, bien sûr, on peut dire, bon, ok, c'est arrivé une fois. Bien sûr. Seulement, je passais mon temps à produire des phénomènes comme ça. Mais j'avais pas tellement envie d'y faire attention parce que, déjà parce que je voyais pas bien quoi en faire, et puis parce que dans mon esprit, la voyance, ça devait pouvoir exister comme ça, mais certainement pas sur commande, et certainement pas, en tout cas, en face à face, comme ça, avec quelqu'un, en faisant ça. Bon. Et puis cette amie, qui très gentiment voulait m'aider à pouvoir terminer ce livre, me dit, écoute, hein, tu me casses les pieds, ça fait des années que je te connais, tu me racontes très précisément tout un tas de choses, tu sais très bien toujours ce qui va se passer, tu veux pas exercer, tu veux pas que je t'envoie des amis, et puis tu vas faire de la voyance. Je suis, attends, tu plaisantes, je peux faire de la voyance. C'est évidemment, et ça l'est toujours d'ailleurs socialement, assez dégradant, c'est clair. C'est pas, vous dites je suis voyant, c'est quand même mieux de dire je suis responsable du développement chez Médiagestion, quand même. Soyons clairs. Bon. Et puis surtout, je voyais pas bien, j'étais pas du tout capable de pouvoir le faire. Et puis elle m'envoie une première amie auquel j'ai l'impression, parce qu'en fait le canal entre la voyance et l'imaginaire est très proche, et à cette première amie,
j'ai l'impression de raconter... je crois que je préfère ça, parce que sinon je vais attraper un torticolis, là. Ah, on se sent beaucoup mieux. Donc à cette première amie, je commence à raconter l'endroit où vit sa mère. Je lui dis, tiens, vous avez une mère qui vit au bord de la mer, elle doit avoir une vue panoramique. Oui, moi j'avais l'impression d'inventer. Hein. Et puis vous avez votre mari, il a un rapport avec le droit, la loi. Oui, il est avocat. Mais bon, j'ai du bol là. Bon. Et ça continue comme ça pendant 1 heure. Bon, la dame est absolument ravie. Deuxième jour, deuxième client, même topo. Évidemment, les gens étaient très étonnés, ne s'attendaient pas à ce que je puisse voir autant de choses, et surtout, je commençais à dire comment les événements allaient évoluer, et très très rapidement, sur des choses très incompréhensibles, par exemple, des histoires de maisons qui étaient soi-disant, qui devaient être vendues, puis qui ne se vendaient pas. Et bon, j'étais très déterminée dans ce que je sentais, et ça fonctionnait très très bien. Et ça fonctionnait tellement bien que ce pseudonyme de Maud Christen, qui aurait dû durer 15 jours dans ma vie, qui a été, enfin 15 jours non, quelques mois, le temps de terminer ce livre, ben ça fait 22 ans et ça a bouleversé toute ma vie. Alors, au moment où je suis passée professionnelle, donc je dirais presque accidentellement, à peine 6 mois plus tard, j'étais déjà médiatisée, puisque des gens de France 2 étaient déjà venus me voir. À l'époque, ça s'appelait Antenne 2. Et je dois dire que j'étais dans une grande confusion, parce que je trouvais ça formidable d'énoncer si précisément des événements, d'arriver, semble-t-il, à pouvoir en prévoir beaucoup, pas tous évidemment, on reviendra sur l'idée du déterminisme, mais une bonne partie. Mais je devenais l'otage de ce que les autres finalement me restituaient. J'entends par là que, comment vous dire, quand vous dites à quelqu'un votre mère a un problème aux yeux, bah oui, mais enfin votre client il a 40 ans, sa mère en a bien 65, c'est quand même rare à 65 ans de ne pas avoir un problème aux yeux. Bon, après vous dites vous habitez au bord de la mer, bah oui, il y a beaucoup de gens qui habitent au bord de la mer, etc., etc. Et puis surtout, il y avait ce que je disais, ce que les gens entendaient, ce dont ils se souvenaient, et l'éventuelle, je dirais, bonne volonté avec lesquels ils pouvaient avoir envie de faire coller les choses. Alors très vite, je me suis dit, il faut que je sache si c'est vraiment extrasensoriel ou pas. Si les informations que je les donne par rapport à des perceptions extrasensorielles ou pas. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, y a des gens, par exemple, certains policiers, des videurs de boîtes de nuit, qui sont extrêmement physionomistes. Et la plupart des gens croient que la voyance, c'est ça. C'est-à-dire une espèce d'approche, comme une sorte d'hyper-observation, de reniflage, presque un talent d'inquisition, de finesse pour percevoir des indices sociaux, psychologiques, et que ça reste très sensoriel au fond. La marque d'une montre, la position d'une main, la façon dont quelqu'un bouge un sourcil, c'est la façon par exemple dont les mentalistes travaillent. Et certains mentalistes sont tout à fait stupéfiants. C'est-à-dire qu'ils arrivent véritablement à donner des informations folles sur des gens qui n'ont rien dit. Bon, simplement, il y a tout un travail, ça s'apprend, hein, le mentalisme, étudier les mimiques, etc., et d'autres choses aussi. Bien. Et moi, j'avais quand même un doute. Alors, bien sûr, ça faisait beaucoup de gens qui disaient que c'était formidable, et puis surtout, les événements avaient l'air de se produire quand même plutôt dans le sens de ce que je racontais. Bon, mais malgré tout, j'avais un doute. Et je voulais être sûre de l'extrasensorialité, c'est-à-dire du fait de pouvoir percevoir des informations sans aucun indice physique, c'est-à-dire sans voir, sans entendre, sans toucher, sans sentir. Voilà. Alors, ça a commencé comme ça, et en fait, peut-être, je ne sais pas, 4 mois ou 5 mois après avoir été professionnelle, j'ai commencé à vouloir faire des expériences. Voilà. En me disant, bon, où on est vraiment dans le registre de l'extrasensorialité et ça doit pouvoir se montrer, se démontrer, ou bah, je suis super aiguisée et affûtée parce que, vous savez, quand on est romancier, on a un sens de l'histoire aussi, on a un sens du récit. Je m'exprimais de manière assez claire. Bon, puis j'ai beaucoup d'empathie et j'aime énormément les contacts. Donc il y avait tout un tas de raisons qui pouvaient provoquer une certaine forme de succès, mais qui n'avaient rien à voir avec les perceptions extrasensorielles.